Merci, bonjour déjà tout le monde. Merci de m'avoir invité, merci au comité d'organisation. Merci aussi de m'avoir mis au travail autour de cette question bien complexe qui m'a réveillé quelques nuits parce que l'impossible à penser, comment penser de l'impossible à penser. Voilà, donc bon, j'ai quand même essayé de faire quelque chose. Voilà. Dans la revue Kairos, numéro 52 de 2014, le docteur Vautrin, médecin à l'unité de soins palliatifs à Wavre, en Belgique, écrit « Aujourd'hui, les patients psychiatriques font peur aux unités de soins palliatifs et les patients à stade terminal d'une maladie somatique effraient les soignants des unités de psychiatrie. Et pourtant, dans une proportion notable, ce sont les mêmes personnes. » Quand Géraldine Texier m'a demandé d'intervenir à cette journée, c'est ce point, avec cette porte d'entrée, disons, ce point que j'ai eu envie d'approfondir et de travailler. Cette idée que les malades en fin de vie souffrant de pathologies psychiatriques ne sont généralement pas les bienvenus, ni en soins palliatifs, ni en psychiatrie. Pour la psychiatrie, ils sont trop palliatifs et mettent à mal l'équipe soignante psychiatrique. Pour les soins palliatifs, ils sont trop psy et, d'une manière dont nous allons discuter aujourd'hui, ils mettent aussi à mal l'équipe soignante palliative. Mon idée ne sera pas de remettre en question le partenariat, sinon je me fais lyncher, psychiatrie-soins palliatifs, mais de dire que cette coopération doit plutôt être d'ordre réflexif, faite de discussions, d'échanges, de dialogues, de compagnonnage, plutôt que de relais et de prise en charge directe. En effet, je vais questionner aujourd'hui le fait d'appeler un spécialiste censé être en mesure de s'occuper d'une situation mieux que nous ne pourrions le faire nous-mêmes, avec l'idée que ce simple geste, appeler un spécialiste, peut avoir des effets non négligeables. Le fait même de convoquer un autre que soi en clinique peut attaquer la possibilité même de continuer à prendre soin. Un peu comme si le fait d'acter dans la réalité qu'un autre que soi était mieux placé pour s'occuper d'une situation nous désengageait dans le même temps, au moins à minima, de cette situation. Alors, je suis conscient d'avoir effectué un écart un peu par rapport peut-être à la thématique attendue. Et c'est vrai que mon propos ne concernera pas directement les patients psychiatriques et la mort, mais plutôt la place et l'utilisation de la psychiatrie pour les soins palliatifs. Dans ce sens, il y aura pas mal de parallèles avec des choses qui ont été dites, et notamment le topo de Claire Dupuis. En effet, donc j'ai choisi de centrer mon propos sur la famille de situations, on pourrait dire, patients hospitalisés en soins palliatifs qui présentent des troubles psychiatriques. Donc patients pour lesquels les soignants de palliatifs souhaitent faire appel à la psychiatrie. Bien sûr, certaines réflexions vaudront, je pense aussi, pour la famille de situations patients hospitalisés en psychiatrie et dont l'équipe de psychiatrie fait appel aux soins palliatifs. Mais j'ai préféré me centrer sur le premier champ que je connais le mieux et l'approfondir, plutôt que de parler des deux à la fois. Le psychanalyste Robert William Higgins nous avait alerté sur le fait qu'étiqueter un patient en soins palliatifs l'exclut dans le même temps de l'ensemble des malades et enferme ce sujet dans un statut de mourant, statut éthiquement discutable et qui ouvre à de potentielles dérives du côté d'une stigmatisation, ça a été dit, et de la pulsion de mort qui lui est sous-jacente. Mon idée sera de dire qu'un peu de la même manière, étiqueter psychiatrique un patient en fin de vie est un geste qui exclut dans le même temps ce sujet de l'ensemble des patients mourants. Ce geste peut aboutir, nous allons le voir, à un sentiment de rejet et d'abandon. 4 points. Premier point, brève situation clinique en unité de soins palliatifs. Deuxième point, on tentera de comprendre la dynamique psychologique sous-jacente à cette situation. Troisième point, on verra comment il existe une force complexe qui repousse l'autre différent hors de nos murs. Et notamment comment l'utilisation du terme psy, à un moment donné, peut inconsciemment servir à repousser hors de notre vue et à faire disparaître ce qui nous dérange, ce qui nous effraie. Pour terminer, quatrième point, on verra comment le soin palliatif lui-même peut parfois aussi déclencher chez le sujet des attitudes, ça a été dit aussi, dites psychiatriques, notamment lorsqu'on cherche à confronter trop fort le sujet à sa mort. Alors, premier point, Madame D. Aujourd'hui, dans la salle de soins de l'USP, dans une sorte de débriefing informel,
Nous avons besoin d'évoquer la situation de Madame D, patiente qui était hospitalisée depuis 1 mois et qui a quitté l'unité il y a 2 jours pour retourner dans son service d'origine. Nous avons besoin d'évoquer cette situation car une soignante a été informée que Madame D, de retour dans son service, a clairement verbalisé le sentiment d'avoir été abandonnée par nous. L'équipe est mal, il faut en parler. On ne peut pas dire que durant le mois écoulé, Madame D ait véritablement exprimé de l'insatisfaction à être hospitalisée chez nous. Elle est partie comme elle est venue. On est passé à côté d'elle. Ces phrases qui émergent résument bien ce qui perturbe l'équipe. Aujourd'hui, nous prenons conscience que durant 1 mois, nous avons été tous confrontés à l'échec et à l'impuissance. C'est tout cela qui a abouti à cette décision rapide et par certains côtés unilatérale de mutation dans son service d'origine. C'est un peu comme si nous n'y avions pas laissé le choix, comme si nous l'avions rejeté. Toutes ces phrases qui émergent en disent long sur les sentiments qui animent l'équipe. Certes, Madame D était difficile. Elle n'a jamais véritablement accroché à la logique de soins proposés. Elle parlait peu, voire pas. Plus on lui donnait la parole, ou on tentait de lui donner la parole, et plus elle se refermait. Elle nous faisait sentir des choses sans vraiment les dire, choses que nous tentons aujourd'hui, dans l'après-coup, de décrypter. Nous reviennent des expressions qu'elle répétait fréquemment. « C'est vous qui voyez »,« bof »,« pourquoi voulez-vous mon avis ? Vous n'en tiendrez pas compte ». Au fond, elle ne voulait rien, ou peut-être une chose, aller dans le trou, comme elle répétait également fréquemment. Madame D nous faisait entendre son vide intérieur, du non-désir, une envie que cela s'arrête, en un mot, sa souffrance de sujet condamné à mourir à brève échéance. Cette situation pénible pour elle était aussi très pesante pour les soignants. En effet, Madame D ne gratifiait les soignants d'aucun retour positif sur tout ce qu'ils mettaient en œuvre. Et pourtant, il y en a eu des élans vers elle. Son repli, ses yeux souvent fermés, son refus de s'alimenter, son mutisme, son impossibilité à se positionner, même à minima dans des actes du quotidien, ont fait assez vite pencher le discours de l'équipe du côté psychiatrique. Elle est psy, dépressive, mélancolique, comme cela fut confirmé par le staff pluridisciplinaire en présence de notre psychiatre attaché à notre unité. Psychopathologie donc. On continue notre introspection. C'était un peu comme si elle demandait aux soignants, sans le dire, de vivre pleinement autour d'elle, avec elle, mais surtout, il ne fallait rien lui demander. En effet, dès que nous tentions de la stimuler, elle se refermait et nous renvoyait notre impuissance. Des questions nous taraudent. Pourquoi avoir renvoyé Madame D dans son service d'origine sans avoir défini un projet ? Pourquoi ne pas avoir proposé de la reprendre éventuellement dans quelques jours, comme nous le faisons avec d'autres patients ? Non, on ne lui a pas donné les mêmes chances que les autres. Pourquoi ? Et si Madame D avait fait les frais de sa personnalité étrange et de ses attitudes diagnostiquées psychiatriques ? Cet échange en équipe dans l'après-coup est très formateur. Nous repérons aujourd'hui que nous avons acté ce qu'elle avait mis en jeu, peut-être avec nous, et qui était une problématique de vie pour elle, à savoir la problématique rejeter, être rejeté. Nous continuons à échanger, à exprimer nos ressentis sur ce qui avait peut-être été à l'origine de ce que nous nommons maintenant passage à l'acte, à savoir le retour forcé vers son service d'origine, sorte de retour à l'envoyeur. La parole se lâche. Oh, et puis elle l'a bien cherché, on est des humains aussi. Les soignants commencent à se lever et à quitter la pièce. Nous évoquons l'idée d'une réparation peut-être encore possible. Pourrait-on encore lui signifier quelque chose ? Quelque chose est-il encore récupérable ? Nous pourrions peut-être en effet encore lui dire que nous avons le souci d'elle, que notre porte reste ouverte si besoin, que nous sommes prêts à la reprendre. Nous terminons ce pseudo-groupe de paroles improvisées lorsqu'une infirmière entre dans la salle de soins et nous annonce que le service où avait été mutée Madame D vient de téléphoner. Madame D est décédée la nuit précédente. Deuxième temps, tenter de comprendre. Cette vignette clinique tente à montrer, en tout cas c'est ce que j'ai voulu pointer là, qu'une équipe de soins palliatifs peut se laisser prendre dans des jeux intersubjectifs complexes et au final poser un acte contraire à ses valeurs. En étiquetant Madame D psychiatrique, n'avons-nous pas fait naître une dynamique psychologique inconsciente du côté du rejet, dynamique qui s'est résolue ici par un passage à l'acte.
En devenant psychiatrique, Madame D est devenue différente. Il n'a plus été question pour nous de nous en occuper davantage, sa place était ailleurs. Les unités de soins palliatifs sont des dispositifs censés favoriser la dimension de la rencontre dans les soins, rencontre entre un sujet gravement malade et une équipe. Souvent dans ces services, quelque chose se passe, comme on dit, quelque chose se passe qui favorise la remise en route de la pulsion de vie. Au point où, comme l'écrit Dominique Blé, médecin à l'unité de soins palliatifs de Carcassonne, nombre de malades accueillis avec un pronostic vital à très court terme retrouvent leur dynamisme et prolongent leur vie pour un temps. L'opérateur de cette relance de vie n'est autre, selon moi, que le transfert, l'amour de transfert, comme le nommait Freud. Le transfert émerge dans une relation de proximité et de confiance. Et c'est l'opérateur, d'une certaine manière, d'une possibilité de véritable rencontre. Il se passe quelque chose qui change la nature des deux êtres en présence. Au minimum deux. Mais cette belle rencontre n'a pas lieu à chaque fois, loin de là. La belle rencontre peut avoir lieu lorsque le processus d'identification est suffisamment fort entre le malade et le soignant. Certes, il y a toujours de l'énigme dans la rencontre, mais de l'énigme sur un socle de reconnaissance commune et d'identification suffisamment fort, suffisamment stable. Ce point est important. Le socle de reconnaissance commune et d'identification suffisamment fort est ce qui donne l'élan d'aller vers l'autre, notamment lorsqu'il n'y a pas de demande clairement formulée. L'élan de s'occuper de l'autre, d'en prendre soin, même lorsque c'est difficile. On connaît le degré d'empathie des équipes avec les patients jeunes. Il est bien question d'identification empathique entre un soigné et un ou des soignants. À ce propos, Serge Tisseron, dans son dernier ouvrage « Empathie et manipulation », écrit « L'homme porte en lui ce fond qui lui fait accorder sa confiance et son empathie à ceux qui lui ressemblent et se méfier de ceux qui sont différents. » Il ajoute « C'est l'objectif de l'éducation que de développer des formes d'empathie plus complexes. » Nous pourrions dire, nous aussi, c'est l'objectif des soins palliatifs que de développer des formes d'empathie plus complexes. En effet, c'est un travail constant que de faire un effort de pensée et de positionnement pour ne pas s'en tenir à nos premières impressions, à nos premiers affects dans la rencontre. L'éthique palliative inviterait donc à lutter contre cette tendance naturelle à repousser l'étranger. Lutter contre cette tendance pour apprivoiser mieux l'inconnu. Je pense en effet qu'un des moteurs de l'accompagnement palliatif a à voir avec ce mécanisme d'identification empathique. Identification empathique qu'une équipe se doit, je dirais, d'avoir avec les patients. Lorsque les patients nous flattent, nous montrent des marques d'affection, nous font des compliments, lorsqu'ils rentrent dans nos attentes plus largement, nous jugeons alors le patient sympathique. Le processus empathique fonctionne à plein. Il nous semble même alors que nous ressentons ce que l'autre ressent. Dans ce cadre, même lorsque c'est difficile, nous gardons le patient avec nous. Nous continuons à nous en occuper. Nous passons, c'est un peu familier, mais ça existe comme expression, on passe sur des choses compliquées, sur certains comportements bizarres, étranges. On le comprend lorsqu'il déraisonne. On minimise les choses. Les choses anormales restent dans une forme de normalité, disons dans le cadre de l'acceptable. Mais que se passe-t-il avec les patients avec qui cette identification empathique n'a pas lieu? Que se passe-t-il avec des patients qui ne montrent pas de gratification, comme ce fut le cas pour Madame D, qui refuse tout, rejette les tentatives d'investissement positif? Une des issues serait alors, c'est une hypothèse, de les étiqueter psy. Après cela, plus question d'amour de transfert. Au contraire, apparaît une sorte de renversement pulsionnel. Ce n'est plus de l'affect tendre ni de la sympathie, mais autre chose. Cette autre chose peut aboutir, nous l'avons vu, à un passage à l'acte et à un rejet. Troisième temps, cette force qui repousse l'autre hors de nos murs. À l'image de la situation clinique de Madame D, n'y a-t-il pas au sein des équipes de soins une subtile tendance
à garder préférentiellement les patients qui nous renvoient de la gratitude et à repousser loin de nous, hors de nos murs, ceux qui sont moins gratifiants, ceux qui résistent, les patients psy. À partir de ce terme psy, l'occasion serait alors donnée à une équipe soignante, à un groupe, plus exactement à un inconscient groupal, de mettre en acte cette tendance naturelle de l'humain à repousser l'étrange, l'étranger, l'inconnu. Repousser l'étrange, l'étranger, l'inconnu, hors de notre vue, autant dire repousser ce que nous ne comprenons pas et qui nous est insupportable. Ce point d'insupportable a été travaillé par la psychanalyse. Au fond, c'est toute la question de l'angoisse. Freud modélise l'angoisse à partir d'une notion originale, la notion d'inquiétante étrangeté. Pour Freud, l'inquiétante étrangeté, c'est cette variété particulière de l'effrayant qui remonte au depuis longtemps connu, depuis longtemps familier. Au cœur du plus familier surgit le plus inquiétant, écrit Freud. L'inquiétante étrangeté, c'est donc ce quelque chose qui n'appartient pas au sujet et qui pourtant, paradoxalement, lui appartient aussi. Autrement dit, un trou, un peu comme un trou, un effrayant, quelque chose comme ça, qui n'appartient pas au sujet, mais qui pourtant se trouve au cœur de celui-ci et qui peut déclencher l'angoisse. À propos de l'angoisse, Lacan dit sensiblement la même chose avec sa notion de réel. Lacan dit que le réel, c'est l'impossible par excellence et que c'est inhérent à l'humain. Là, lui aussi, il dit que le réel est au cœur de l'humain. Pour tenter de dire les choses plus simplement, il existe un trou, une étrangeté, une angoisse, un point d'angoisse au cœur de chaque humain, et c'est un point d'impossible à penser, d'impossible à se représenter. Et devant ce réel, lorsqu'il émerge, lorsqu'il est titillé, les mots s'arrêtent, on ne pense plus. On ne pense plus et on rejette. Dans l'histoire de notre service avec Madame D, c'est parce qu'a été touché ce point d'impossible, le point d'impossible de ce groupe, qu'a surgi l'angoisse. Et cette angoisse a tout naturellement chuté lorsqu'a été repoussé hors de notre vue l'objet qui représentait ce réel, cette inquiétante étrangeté. Au fur et à mesure que je travaillais cette intervention pour aujourd'hui, je me suis aperçu que je voulais aller au fond vers cette idée qu'en soins palliatifs, quelque chose est comme renversé dans le rapport à l'angoisse et à l'impossible. Mon idée est la suivante. En soins palliatifs, c'est la folie et non la mort qui est l'impensable et l'impossible. En soins palliatifs, c'est le trou qui se situe au cœur de la folie et non au cœur de la mort qui constitue le réel, l'inquiétante étrangeté. En effet, pour le commun des mortels, si j'ose dire, c'est la mort qui est l'impossible par excellence. Freud, et avant lui de nombreux philosophes, disaient qu'il est impossible de se représenter entièrement sa propre mort, sa propre disparition. Ainsi, nous passons notre vie à esquiver cette représentation, à repousser cette idée. Mais dans les services de soins palliatifs, est-ce encore le cas? Est-ce vraiment si impossible de penser la mort? Est-ce si impossible d'envisager la sienne? En effet, de par son anticipation, de par l'évocation constante qui en est faite, de par les tentatives de mettre du sens sur ou autour d'elle, la mort est devenue, en soins palliatifs, un objet un peu comme les autres, un objet de sens possible. En soins palliatifs, j'avance donc que l'énigme de la mort est non pas résolue, mais mise en fiction, encerclée de sens, parfois même saturée de sens. Je pose donc qu'en soins palliatifs, ce n'est plus la mort qui est l'impossible à penser, mais bien la folie, les attitudes anormales de certains sujets. C'est bien cela qui fait surgir l'insupportable dans les équipes. C'est donc ce point d'impossible, autour ou au cœur de la folie, qu'il faudrait prioritairement contrôler. C'est un fait, les soins palliatifs sont décalés du monde. Peut-être est-ce ce même décalage qui se fait entendre lorsque le commun des mortels vante le travail des palliatologues, leur courage, leur extraordinaire dévouement. Mais comment font-ils? Ne nous y trompons pas, les protagonistes de l'accompagnement et du soin palliatif sont des humains comme les autres, je veux dire par là faillibles comme les autres, mais peut-être, c'est une hypothèse, cette faille ne se situe-t-elle plus tout à fait
au même endroit. Pour résumer, pour les équipes de soins palliatifs, ce n'est plus la mort qui constitue l'impossible à penser, ce qui échappe, ce qui effraie, ce qui angoisse et qui occasionne des attitudes de rejet, mais bien plutôt la folie. Par conséquent, si je reprends mon raisonnement, plus on poserait des diagnostics psychiatriques, plus on stigmatiserait le sujet et plus on risquerait de l'exclure du groupe des mourants. Ainsi, ce sujet aurait moins de chances d'être accompagné humainement dans l'éthique de la relation, disons, avec la palliative attitude, avec les codes et les valeurs palliatives. Alors, en soins palliatifs, devrait-on aller jusqu'à minimiser le trouble psychiatrique ? Peut-être un peu quelque chose comme ça. Bien entendu, ça dépend des situations, c'est au cas par cas. Le banaliser, ou plutôt garder une zone de flou, autant qu'il est possible de le faire. Disons, plutôt que d'abonder trop vite du côté du diagnostic psychiatrique. Alors, la psychiatrie contemporaine peut-elle nous aider ? Peut-elle nous aider à considérer que le sujet qui meurt, fût-ce avec des attitudes étranges, bizarres, anormales, est un sujet humain qui n'a trouvé en lui que ce type de ressources pour faire face à son impossible. Et aussi que c'est à nous adapter à son fonctionnement. Si tel est le cas, la collaboration avec la psychiatrie est tout à fait fructueuse, car l'appel aux psychiatres, ces spécialistes des attitudes étranges et anormales, pourrait alors aider l'équipe palliative à dédramatiser, disons à mieux comprendre ces productions originales de l'appareil psychique, à comprendre qu'elles sont humaines et aussi à mieux se comporter face à elles. Le dialogue à distance avec cette psychiatrie, sans passage de relais, pourrait aussi rassurer les médecins et les soignants des soins palliatifs, par exemple par rapport à l'utilisation des antalgiques. On sait que les médecins n'ont pas forcément l'habitude des neuroleptiques à haute dose, par exemple. Au final, il s'agirait de penser, dans ce que je tricote là, il s'agirait de penser la collaboration avec la psychiatrie un peu sur le même mode que la collaboration de n'importe quel service avec les équipes mobiles de soins palliatifs. Au départ, premier élan, d'un service confronté à la mort et de déléguer, de confier l'insupportable, en espérant secrètement que d'autres vont s'en occuper, en espérant secrètement souvent s'en débarrasser. Alors que le vrai travail des équipes mobiles est non pas de faire à la place ni de prendre le patient, mais de soutenir, de travailler les représentations, de contenir l'angoisse et de coopérer autour de l'idée que l'essentiel réside dans le fait que le sujet meurt dans son lieu à lui, entouré des siens, dans son lieu familier, avec ses codes, ses valeurs, ses odeurs, etc. Dernier temps donc de mon exposé. Comme je l'annonçais dans mon plan, je vais finir sur cette idée qui découle de tout ce que j'ai dit jusque-là, cette idée que la dynamique à l'œuvre dans les équipes de soins palliatifs peut participer à faire naître des attitudes anormales chez les patients. Ainsi, des mots, des attitudes, des comportements liés au contexte palliatif pourraient participer à déclencher des attitudes psychiatriques, dans le but inconscient de rejeter hors de notre vue ce qui nous dérange, ce qui nous est insupportable. Je terminerai sur ce point avec cette idée qu'en confrontant de l'extérieur un sujet à sa mort, en voulant raisonner et normaliser la chose, on pourrait faire naître des comportements psy, notamment du délirium. Parmi les psychanalystes les plus originaux aux États-Unis, Harold Searles, auteur de « L'effort pour rendre l'autre fou », a admirablement parlé de la folie comme tentative visant à maintenir un certain équilibre au sein d'un groupe. Dans ses travaux, Searles parle notamment de la technique de l'injonction contradictoire, double bind, qui consiste à mettre en place un climat dans lequel on change de registre affectif sans transition. Les propos contradictoires sont en effet extrêmement fréquents dans le champ de la fin de vie. Comme dans tous les services, il y a des incohérences
de communication entre les médecins et les soignants, les psychologues, tout ça. Incohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Mais l'incohérence de fond, où je veux en venir, se situe dans le fait d'osciller constamment entre une visée vers la vie et l'espoir et une visée qui est celle d'accompagner à la mort et de s'y préparer. Ajoutez à ça le discours autonomiste, centré sur les droits des malades, c'est à la mode, peut alterner avec des paroles infantilisantes, que celles-ci soient trop maternantes ou trop autoritaires, cadrantes. Tout cela se fait de manière tout à fait inconsciente. Changer de registre affectif sans transition. Comment le sujet peut-il gérer cela? Mais Searle va plus loin. Il passe en revue les techniques inconscientes qui conduisent au meurtre psychique de l'autre. Il parle notamment, il a cette expression, saper la confiance de la victime dans la fiabilité de sa perception de la réalité. Je crois qu'en soins palliatifs, il n'est pas rare en effet que des attitudes verbales attaquent la réalité de perception du malade. Je crois en effet que certaines attitudes verbales peuvent faire sortir le sujet hors du sillon. Je l'ai écrit à plusieurs reprises, la tendance actuelle, qui consiste à confronter le sujet à sa mort afin qu'il s'y prépare, est une dérive contre laquelle les soins palliatifs doivent lutter. Car en confrontant le sujet à l'anticipation de sa mort, bien entendu si le sujet ne nous y invite pas, on le confronte à son impossible. Cette rencontre avec le réel va déclencher angoisse et sidération. Dans ce monde du tout dire, du tout anticiper, il n'est pas rare en effet de donner trop d'informations, d'être dans une attitude trop transparente ou disons trop vite, trop entièrement, dans le but, je viens de le dire, d'aider le sujet à se préparer le plus rapidement possible à sa mort, comme si c'était quelque chose de préparable, de raisonnable. Tout cela, lorsque ce n'est pas véritablement souhaité par le sujet, ni ancré dans une réflexion de vie entamée bien en amont du temps palliatif, a des effets déstructurants et peut parfois faire perdre les pédales, faire naître la confusion. Je termine sur cette idée. Les études contemporaines anglo-saxonnes les plus sérieuses, selon mon ami Jean-Pierre Bénézèche, médecin à Montpellier, ne cessent de montrer la très grande fréquence du délirium de fin de vie. Certaines études, comme celle de Morita, avancent même le chiffre de 90%. Sauf que Morita dit que très souvent, ce délirium est complètement passé sous silence, parce qu'il est interne et pas forcément visible et objectivable. Dans ce contexte, le délirium ne peut-il pas être pensé comme une réaction psychique à cette pression normative, à cette pression psychologisante, à ce besoin d'anticiper? Ainsi, il y aurait comme un effort pour rendre l'autre fou en soins palliatifs. Ainsi, l'enfermement spatial, l'hospitalisation, se redoublerait d'un enfermement temporel, temporalité obturée. En livrant un excès de savoir anticipé, on déclenche un conflit de temporalité insoluble qui ne se résout que par le délirium. C'est la dynamique même de l'anticipation, au final, qui va créer le trouble et la pathologie. Ainsi, plutôt que de voir cela comme un symptôme psychiatrique à proprement dit, qui demanderait à être forcément soulagé, le délirium de fin de vie ne pourrait-il pas être pensé, parfois, et au cas par cas, bien entendu, comme une façon presque naturelle de se protéger de cet insupportable dans lequel le contexte palliatif l'a installé. Un moyen de s'évader, je dirais, d'une réalité trop rude. Je suis même allé parfois jusqu'à penser que lorsque la réalité est traumatique, certaines confusions pourraient permettre, psychiquement parlant, au sujet de mourir plus confortablement. Ainsi, le noyau psychotique ne serait donc pas réservé aux psychoses, aux schizophrénies. Il existerait à l'intérieur même de chaque sujet.
S'appuyer sur ce noyau, sur cette part de l'être, est un recours pas forcément inintéressant pour traverser l'inconnu de la mort. Il ne s'agit pas de dire que l'on devienne tous schizophrènes en fin de vie, mais d'ouvrir cette question, de savoir si l'on considère comme humain, disons normal, de s'appuyer sur des attitudes clivées, des comportements de type psychotique en fin de vie. Et si certains sujets ne parvenaient à mourir qu'en effectuant une dissociation intérieure, une partie qui meurt pendant que l'autre partie, appelons-la comme on veut, continue de vivre imaginairement dans un autre monde, le monde des bizarreries, le monde de l'irrationnel. Dissociation intérieure, vie imaginaire et fantasmatique qui passe au premier plan. N'est-ce pas un peu quelque chose de cet ordre que relatent bien souvent ceux qui sont revenus de situations extrêmes, d'enfermement telles que les prises d'otages, les séquestrations ou les camps de concentration? Merci.